Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et présentes avec nous aujourd'hui, en distanciel et en présentiel. Pour un petit mot d'introduction, je laisse la parole à Julie Bonneau-Dorin, qui est pilote de l'Observatoire Défense et Climat, qui travaille à la DGRIS, à l'état-major, au ministère des Armées, pardon. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis pour la restitution de la note de l'Observatoire Défense et Climat, la diplomatie des pays du Golfe, levier d'influence et outils de puissance, ainsi que pour assister aux différentes tables rondes qui aborderont dans un premier temps la note plus en détail, puis le sujet de la diplomatie climatique sous un prisme plus géopolitique et sécuritaire. Donc, l'Observatoire a été lancé en 2016 et est coordonné par l'IRIS dans le cadre d'un contrat pour le compte de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, donc la DGRIS pour le ministère des Armées. L'Observatoire, il a pour but d'éclairer le ministère des Armées sur les impacts des changements climatiques, de renforcer les connaissances et les capacités d'anticipation, qui est un angle primordial pour le MINARM. Il est le fer de lance de l'action du ministère des Armées en élaborant, entre autres, un travail de sensibilisation des différents organismes aux impacts opérationnels, géopolitiques et géostratégiques des changements climatiques et en produisant des travaux d'analyse comme on va le voir aujourd'hui. Il permet en outre d'être un véritable outil de coopération internationale avec nos différents partenaires grâce aux travaux de très grande qualité traduits en anglais et la possibilité de faire des notes conjointes en coopération avec les partenaires. Cette note, elle a pour but, la note qui va vous être présentée aujourd'hui, de mettre en évidence l'utilisation, l'instrumentalisation, voire le détournement des questions et des enjeux climatiques à des fins de puissance. Le climat, qui était un sujet autrefois consensuel et fédérateur, est aujourd'hui utilisé comme ce qu'on pourrait appeler un paravent stratégique pour servir des intérêts plus larges. Et cette nouvelle dynamique, elle fonde entre autres une tendance à l'élargissement et à la sécurisation du climat, tout en créant un nouveau champ d'affrontement des puissances. Je laisse maintenant la parole à la première table ronde et aux différents panélistes qui vous présenteront le sujet, j'en suis sûre, avec très grande pertinence. Merci. Merci Julie. Donc, comme Julie l'a précisé, cette conférence, cette première conférence, elle a pour but euh, de comprendre les motivations stratégiques, économiques, environnementales derrière l'engagement des monarchies du Golfe dans les instances climatiques multilatérales, avec des pays investis de manière différente et des investissements de nature également variée. Donc pour présenter ces enjeux aujourd'hui, nous accueillons quatre spécialistes. Émy Dahan, premièrement, vous êtes mathématicienne, historienne des sciences, spécialiste des relations entre sciences et politique dans le domaine du climat et directrice de recherche émérite au CNRS. Vous avez suivi les négociations climatiques au sein des COP et au sein du GIEC ces dernières années et vous avez publié un livre, Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales en 2015. Merci d'être avec nous. Paul Watkinson, vous étiez négociateur en chef euh, de la France à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques pendant de nombreuses années. Vous avez également été négociateur pour l'Union européenne et vous étiez chef de l'équipe de négociation de la présidence française à la COP 21. Et vous avez plus récemment été détaché en tant que conseiller auprès de la ministre du Changement climatique et de l'Environnement des Émirats arabes unis. Et vous avez conseillé le directeur général de la COP 28 à Dubaï. Ensuite, Hélène Van Rossum, vous êtes responsable de recherche sur la diplomatie et les politiques pour le climat à l'IDRI. Et avant cela, vous étiez négociatrice pour le gouvernement au sein de la Convention 4 des Nations Unies pour le changement climatique et du GIEC. Et vous avez également passé plusieurs années aux Nations Unies, à New York et à Nairobi. Vous avez travaillé sur la mise en œuvre de la dimension environnementale des objectifs de développement durable. Et enfin, Mathilde Jourde, vous êtes responsable du programme Climat, Environnement et Sécurité de l'IRIS et vous co-dirigez l'Observatoire Défense et Climat. Et dans ce cadre, vous avez co-rédigé la note que vous allez nous présenter tout de suite. Je vous en prie. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour suivre ces deux tables rondes. Donc, je vais effectivement commencer par une brève présentation de la note
pour rentrer ensuite dans le vif du sujet. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi de rédiger cette note? Donc c'est déjà une note qui part du constat de l'implication croissante des États du Conseil de coopération du Golfe sur les enjeux environnementaux et climatiques. Et on constate cette tendance déjà depuis les années 80. On a vu une évolution avec d'abord une prise en compte des enjeux environnementaux. À partir des années 2000, ensuite, une évolution vers les sujets plutôt en lien avec les changements climatiques dans le cadre de la diversification économique. Et puis depuis les années plutôt 2010, on voit qu'il y a une présence de plus en plus importante des États du CCG dans le cadre du multilatéralisme climatique mondial. Pourquoi est-ce que on voit cette présence de plus en plus importante? D'abord parce qu'il y a eu une prise de conscience sur les risques à la fois physiques, mais aussi sociaux et économiques en lien avec les changements climatiques, mais aussi, comme le disaient à juste titre Julie Bononorin et Léonore Dufaux, parce qu'il y a eu une prise de conscience aussi euh, du potentiel des changements climatiques comme un outil qui peut être utilisé au service des politiques étrangères et de la politique étrangère des États du Golfe. Et donc l'objectif de cette note-là, c'était vraiment de comprendre les mécanismes qui sont mis en place et comment est-ce que le climat et la diplomatie climatique est vraiment utilisé comme un levier d'influence et comme un outil de puissance, à la fois dans les enceintes multilatérales, mais aussi dans les rapports bilatéraux, notamment avec des États africains. Et donc cette note qui est donc en ligne, donc que vous pourrez aller regarder plus attentivement, se divise en quatre parties. On a commencé par essayer de comprendre la vulnérabilité de ces États-là. On a ensuite essayé de regarder plus attentivement euh, les comportements, la rhétorique des États du Conseil de coopération du Golfe dans le multilatéralisme climatique mondial. On a essayé de le prendre comme un espace d'influence. Et dans une troisième partie, on s'est plutôt concentré sur l'articulation entre les enjeux climatiques et la politique étrangère, comme je vous disais, entre les États du Golfe et certains États africains, et qui sera le sujet de la prochaine table ronde. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce qu'on parle de vulnérabilité climatique des monarchies du Golfe? D'abord parce qu'il faut rappeler que la péninsule arabique, c'est une région qui est extrêmement vulnérable au changement climatique. Et c'est une vulnérabilité qui est vraiment accentuée par la logique de développement de ces pays, qui la rend encore plus exposée en fait au dérèglement climatique. Vous n'êtes pas sans savoir que les États du Golfe sont des économies qui sont extrêmement carbonées et énergivores, avec un développement économique qui a été fulgurant depuis la vague de nationalisation des compagnies pétrolières dans les années 1950-1970 et qui a généré une forte croissance démographique et un taux d'urbanisation extrêmement élevé. On est passé de 5,7 millions d'habitants en 1970 à 57 millions d'habitants en 2023. On a aussi une évolution démographique qui est très urbanisée, comme je vous disais, avec aujourd'hui 85% de la population qui est urbaine. Et c'est un taux qui s'approche des 100% pour certains pays comme le Qatar et le Koweït. Et en plus de ça, on a un développement qui s'est accompagné d'une hausse des besoins en énergie, avec au cours des années 2000, une consommation régionale qui a augmenté en moyenne de 5% par an. C'est plus rapide qu'en Inde, en Chine ou au Brésil, à titre de comparaison. Le résultat, c'est que ces 6 pays du Conseil de coopération du Golfe sont les plus gros émetteurs, sont parmi les 10 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre par habitant en 2023. Mais au-delà de ce modèle de développement, on a une péninsule arabique qui est, par sa situation géographique même, déjà extrêmement vulnérable et extrêmement exposée aux effets du changement climatique. Pour vous en citer quelques-uns, je vais vous présenter quatre des risques majeurs qui vont avoir des conséquences extrêmement graves dans les années à venir. Il y en a bien d'autres, mais pour commencer, l'augmentation des températures terrestres. On a déjà des taux de mortalité aujourd'hui qui sont extrêmement élevés en lien avec la chaleur. C'est des taux qui vont être amenés à augmenter. Pour l'Arabie Saoudite, par exemple, aujourd'hui, c'est 1,03 pour 100 000 habitants. Et ce chiffre-là pourrait être multiplié par 13 pour un scénario à basse émission et par 63 dans le cadre d'un scénario de haute émission. On a ensuite l'élévation des températures marines, qui est un autre risque majeur, avec un phénomène de blanchiment et de mortalité des coraux. Mais ça va aussi affecter la distribution, la reproduction, la survie de nombreuses espèces de poissons.
Sous le double effet de l'augmentation des températures terrestres et marines, on va aussi avoir un cycle de l'eau qui va être extrêmement perturbé, qui va causer une intensification des événements de fortes pluies et des tempêtes de sable. Et on a aussi évidemment la montée des eaux qui menace de nombreuses villes, y compris l'État du Bahreïn, dont 5 à 18% de la superficie pourrait être complètement submergée si le niveau de la mer augmentait de 0,5 mètres à 2 mètres. Donc voilà pour le panel des risques principaux. Quelles sont les conséquences pour les pétromonarchies? D'abord, elles sont d'ordre sociétal, puisqu'elles vont accroître certaines dépendances, notamment les dépendances en lien avec les ressources essentielles. On sait aujourd'hui que les États du Golfe dépendent à 71% des usines de dessalement pour leur consommation d'eau. Pour ce qui est des denrées alimentaires, les États du Golfe dépendent d'importations massives. Et ça, c'est deux dépendances qui vont s'intensifier dans les années à venir. On a aussi des vulnérabilités économiques dont vous parlerez, Hélène, après, mais on va avoir une augmentation des températures qui va avoir un impact sur certains secteurs économiques comme le tourisme, une diminution des ressources halieutiques qui va impacter probablement des pertes d'emplois et les revenus des pêcheurs. Et enfin, on a des vulnérabilités politiques aussi. Alors, c'est extrêmement difficile d'anticiper les conséquences politiques et les conséquences sur la stabilité des régimes en place, mais on peut quand même s'imaginer qu'il pourrait y avoir certaines tensions internes qui pourraient émerger en lien, par exemple, avec des tentatives de taxation ou avec une hausse des prix qui serait causée par des changements climatiques. Ça a déjà été le cas, notamment en Arabie Saoudite, où une tentative de taxation de l'eau pour réduire la consommation individuelle dans le pays a soulevé de fortes contestations. Quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour répondre à ces vulnérabilités climatiques-là? Donc déjà, la quasi-totalité des États du Conseil de coopération du Golfe ont développé et ont mis en place des stratégies associées à des objectifs net zéro. Euh, on s'est concentré sur la note principalement sur l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Donc, je vais vous citer les stratégies de ces pays-là. L'Arabie Saoudite, on a donc une National Circular Carbon Economy. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre des projets de développement de l'Arabie Saoudite, dans le cadre de la vision 2030. Et on en a aussi qui se déclinent pour les Émirats Arabes Unis, pour le Qatar et les autres pays du CCG. Et ça, c'est des stratégies qui s'appuient sur les fonds souverains de ces pays, qui leur permet de financer les stratégies en fonction évidemment des capacités respectives de chaque pays, puisqu'ils n'ont pas les mêmes capacités financières. Ces différentes stratégies s'inscrivent aussi dans le cadre d'une compétition régionale forte, puisque ces stratégies-là constituent vraiment un moyen de s'insérer dans une forme de modernité politique et que c'est aussi un moyen de promouvoir pour ces pays leur vision respective et leur perception de la durabilité environnementale. Ces stratégies, au-delà de participer ou de verbaliser une forme d'engagement en lien avec les changements climatiques, c'est aussi une forme, enfin une manière de sécuriser les régimes en place. Et on peut constater, même si ces stratégies sont différentes évidemment dans la forme et dans la nature, il y a certaines caractéristiques qui sont communes à ces stratégies. Trois en particulier. D'abord, ce sont des stratégies qui fonctionnent sur des mécanismes de cooptation et qui permettent donc aux États d'étendre la base de légitimité des dirigeants qui sont au pouvoir. Et ça a provoqué un certain népotisme chronique qui va avoir pour conséquence de provoquer parfois certains problèmes de compétences sur les chaînes hiérarchiques, par exemple. Une autre caractéristique importante de ces stratégies, c'est l'hypertrophie bureaucratique, avec une coexistence de nombreux acteurs qui va parfois provoquer certaines incohérences dans la logique de développement de certains projets. Et on a ensuite la troisième caractéristique que je souhaitais citer, c'était que ces stratégies d'adaptation sont des stratégies qui sont très peu transformatrices et qui se basent souvent sur un technosolutionnisme très prononcé en lien avec des stratégies de communication. Et donc, la conséquence de cette caractéristique-là, c'est que c'est des stratégies qui vont pas forcément chercher à remettre en cause le modèle de développement
carbonés et énergivores dont je parlais au début. Et sachant que c'est ce modèle énergétique-là qu'il faudrait essayer de repenser pour vraiment atteindre des objectifs climatiques cohérents en accord avec les accords de Paris que ces États-là ont signés d'ailleurs. Donc je vais m'arrêter là, mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que ces stratégies climatiques-là, qui, les changements climatiques qui pourraient en réalité affaiblir les régimes en place, à travers ces stratégies, ces États euh, enfin ces stratégies permettent à ces États plutôt de les maintenir au pouvoir, en tout cas à l'échelle nationale, et je laisse les co-panélistes continuer sur l'échelle plutôt internationale. Merci Mathilde. Pour continuer sur ce que vous aviez dit donc, sur les régimes enfin, pétro-rentiers et la manière dont ils se structurent, Hélène, je vous laisse la parole là-dessus pour nous expliquer comment est-ce que leur transition risque d'être difficile. Merci beaucoup. Je voulais, du coup, dans cette première partie de mon intervention, présenter quelques éléments d'économie politique du pétrole dans les pays du Golfe. Et ces éléments peuvent nous aider à comprendre pourquoi ces pays, la transition en dehors des énergies fossiles sera la plus difficile de toutes les régions du monde. Ce sera dans les pays du Golfe. Et ça se ressent également dans les arènes climatiques. Et voilà, Paul et Amy pourront en parler, en parleront sans doute plus, mais ça explique beaucoup en fait leur positionnement qu'on a pu remarquer dans les négociations climatiques. Et donc, du coup, je vais présenter trois facteurs principaux. Le premier, c'est les tendances de la production pétrolière. En fait, quand on a analysé certaines données pour comprendre qu'est-ce qui va pousser un pays à annoncer qu'il va sortir de la production de charbon dans l'électricité, par exemple. On a une alliance qui a été lancée il y a quelques années qui s'appelle Powering Pascal. Souvent, il a été montré qu'en fait, la transition précède l'engagement. C'est-à-dire que ces pays avaient déjà une production charbonnière en déclin. Ça a été le cas au Royaume-Uni, ce qui leur permettait en fait d'avoir déjà les conditions économiques en place pour ensuite prendre cet engagement au niveau international. Donc en fait, c'est assez rare que le système international mette la pression sur des pays pour ils s'engagent à complètement transformer leur système énergétique s'il n'y avait pas déjà une tendance en place. Ce qui paraît peut-être un peu évident, mais du coup, si on regarde, en fait, on applique ça aux pays du Golfe, leur production pétrolière est en expansion énorme. Le seul pays qui prévoit d'expandre sa production pétrolière encore davantage, c'est les États-Unis. Donc on a une production en croissance. Donc déjà, ils sont moins incités à vouloir sortir. Ensuite, un autre facteur qui est assez intéressant à regarder, c'est les coûts de production du pétrole. Donc, si on regarde dans les 5 régions du monde, les coûts de production du pétrole sont les plus faibles au Moyen-Orient. On a des coûts de 14 à 27 dollars par baril pour pouvoir être rentable. Et pour comparer aux États-Unis, par exemple, les coûts, ce sera de 37 à 53 dollars pour être rentable aux États-Unis. Donc, en fait, si on applique une logique purement économique à la sortie du pétrole, et il y aura d'autres facteurs qu'une logique purement économique, on pourrait penser qu'avec les politiques d'atténuation, les prix du pétrole vont finir par tomber parce qu'on aura une demande pétrolière moindre. Et dans ce cas-là, les pays qui produisent le pétrole à moins coût seront les derniers à pouvoir produire du pétrole parce qu'ils pourront encore être rentables alors que les prix du pétrole descendent. Mais ça, c'est si on suit la logique idéale des politiques d'atténuation qui font descendre la demande du pétrole. On peut aussi imaginer une transition un peu plus chaotique où il y aura des pics des prix du pétrole qui montent, qui descendent et des changements rapides. Mais donc le fait qu'ils ont des coûts de production très faibles fait qu'ils s'imaginent qu'ils pourront être les derniers à produire du pétrole, en fait, alors que d'autres pays ne pourront plus le faire avant. Ensuite, ce qui est intéressant de regarder, c'est la dépendance, à quel point ces pays sont dépendants des revenus pétroliers et gaziers. Et en effet, donc tous ces pays des monarchies du Golfe, ils suivent le critère donné par le FMI d'être dépendants sur une ressource, c'est-à-dire que plus de 20% de leurs revenus viennent du pétrole et du gaz, de leurs revenus gouvernementaux. Donc c'est la définition de la dépendance. Pour certains pays, même Oman, on est à presque 80%, et pour la plupart des pays du Golfe, on est à plus de 50%. Donc c'est vraiment large et ça a une part très très importante dans les revenus du gouvernement. En plus, la part du pétrole dans leurs exportations est extrêmement élevée, de 65 à 95%. Et les exportations pétrolières sont très importantes pour les politiques des pays, mais parce que c'est une source de devises étrangères, ça leur permet de servir leurs dettes, ça permet de réduire le déficit de leur balance commerciale. Donc c'est pas juste qu'ils pourraient switcher à un autre type d'exportation. Le pétrole, c'est aussi c'est une valeur particulière dans les exportations. Et enfin, parler un peu plus des aspects sociaux de transition juste. Mais on peut regarder
l'emploi dans le secteur des énergies fossiles et voir quel est son poids, parce que donc c'est un sujet qui a vraiment beaucoup monté dans les arènes climatiques, l'idée que oui, on va faire une transition en dehors des énergies fossiles, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes les personnes qui sont actuellement employées dans ces secteurs? Souvent pour les pays, c'est aussi des zones où il n'y a pas forcément beaucoup d'autres emplois que les énergies fossiles. Donc même si en théorie, ces personnes-là pourraient trouver des emplois dans d'autres secteurs, en fait, dans certaines régions, les emplois sont complètement dépendants de cette industrie. Donc c'est vraiment une question qui a beaucoup monté. Et cette question est aussi très, très prégnante dans le Moyen-Orient où 30 emplois sur 1000 viennent du secteur des énergies fossiles et c'est particulièrement des emplois pétroliers. La deuxième région où ces emplois sont les plus importants, c'est en Eurasie. Et là, on est à seulement 15 emplois sur 1000. Donc on est vraiment à une dépendance énorme aussi au niveau de l'emploi dans ces pays. Donc tout ça pour dire que si on regarde un peu ces données d'économie politique, c'est pas dans leur intérêt de quitter le pétrole. Et c'est quelque chose qui a été bien compris depuis assez longtemps, je dirais, dans les arènes climatiques. Pour donner un exemple, dans l'accord de Paris, à la demande notamment de l'Arabie Saoudite, mais aussi d'autres pays, il y a le concept de mesure de riposte qui a été introduit, qui n'était pas un nouveau concept et qui avait été euh, mis en avant depuis longtemps. Mais ce concept de mesure de riposte, c'est prendre en compte les impacts des politiques d'atténuation au niveau mondial. Il peut avoir des impacts positifs, il peut y avoir des impacts négatifs, mais quels impacts ces politiques d'atténuation vont avoir sur l'économie de pays en développement. Et donc, c'est un concept qui est un peu plus large que seulement leur situation, mais ça a été poussé dans un contexte de ces politiques d'atténuation mondiale vont potentiellement nous ruiner, nous les États pétroliers. Et donc, on veut que ce soit pris en compte dans l'accord de Paris et on veut qu'en mettant en œuvre les politiques climatiques, ce soit quelque chose qu'on peut faire valoir. Euh, c'est un concept qui pour l'instant, a aussi été élargi à d'autres sujets, à d'autres problématiques, à d'autres pays. Mais on pourrait même imaginer l'idée qu'ils puissent réclamer à un moment donné une rente pour le pétrole qui n'a pas été brûlé. Et ça, c'est une idée qui n'a pas été formulée, on va dire, explicitement, mais si on suit la logique, ça pourrait nous emmener là. Et dans ce cas-là, ça pourrait poser des questions d'équité, de justice, de qui doit payer pour la transition. Enfin, ça ouvre une boîte assez large. Mais c'est quelque chose voilà, qui est aussi un peu prégnant. Voilà. Merci Hélène. Vous nous avez fait une transition toute trouvée pour découvrir un peu plus donc, la manière dont ces monarchies du Golfe s'engagent au sein des instances climatiques et quelles sont leurs revendications. Paul, je vous laisse la parole là-dessus. Comment est-ce que vous avez perçu l'évolution de leur position et quelles sont les thématiques qui sont revendiquées au sein des négociations? C'est bon? Oui, bonjour. Merci beaucoup de l'invitation à intervenir dans ce panel et merci pour la note qui est fort intéressante, qui a été présentée par Mathilde. Euh, Quelques réflexions sur l'évolution du rôle des pays du Golfe dans les négociations sur le climat. Et je pense que ce que je vais raconter, ce que Ami va raconter, on va sans doute répéter l'un de l'autre pas mal de choses. Mais je vais parler un peu de l'historique de leur position dans le processus et également quelques éléments sur ce que je vois ces dernières années, y compris en tant qu'ancien conseiller de la présidence de la COP28 qui m'a donné l'opportunité de travailler aux Émirats pendant un an et demi et de voir de près l'évolution de leur position. Déjà, je pense que vient de dire Hélène comme le point de départ. Je pense que c'est l'économie politique et l'intérêt des pays de la région qui a toujours déterminé la position des pays du Golfe dans les négociations internationales sur le climat. Depuis la création de la Convention climat en 92, lors de la conférence de Rio, euh, c'était l'intérêt de pays producteurs de pétrole et de gaz dans un processus qui, à terme, envisage la fin de l'utilisation du pétrole et du gaz. Et naturellement, les pays producteurs euh, ne sont pas les plus allants, disons, pour pousser la fin du pétrole. C'est pas surprenant pour toutes les raisons que Hélène vient de présenter. Et donc, on a vu au début des processus, au début des années 90, et notamment lors de la négociation de Kyoto 97,
euh, une alliance effectivement entre les pays du Golfe et les représentants des lobbies pétroliers, charbonniers, gaziers, notamment américains. J'ai pas, malheureusement pas eu la possibilité d'aller à Londres ce dernier temps pour voir la pièce de théâtre Kyoto qui vient d'être présentée, qui raconte un peu les négociations de ces conférences-là. Mais on voit là-dedans apparemment le personnage de Don Pellman, un lobbyiste américain qui était connu à l'époque pour ses relations très proches avec les pays du Golfe. Il y a même eu la mise en place de règles sur la présence dans les salles de négociation des observateurs, parce qu'il y a eu des moments où ils passaient des notes, etc., aux négociateurs, je pense que c'était de Koweït, dans une salle de négociation. Et donc, il y a eu une proximité entre les lobbyistes pour Exxon et les autres grandes sociétés et les pays du Golfe pour essayer de remettre en cause la science du climat. Je pense qu'Amy va parler un peu de processus du GIEC. Je ne tarderai pas là-dessus, mais c'est un point important, notamment pour essayer de dire, voilà, les changements climatiques, c'est pas réel, c'est pas l'activité humaine, c'est naturel et c'est pas si grave que ça. Donc, on a eu tout ça pendant un certain temps. Et dans la partie de l'élaboration de la Convention climat, du protocole de Kyoto, et on a vu ça également dans la mise en place de l'accord de Paris, même si à ce moment-là, en 2015, les positions avaient quand même évolué. Euh, C'était une volonté de disposer d'un certain nombre de freins sur le processus, on peut dire. Hélène vient de parler de ce qu'on appelle les mesures de riposte, c'est plutôt les impacts de la mise en œuvre des politiques climatiques, avec l'idée que la mise en œuvre d'une politique de réduction de la demande énergétique va avoir un impact sur les intérêts des pays producteurs. Et en fait, il y avait même une demande à un instant des pays de l'OPEP au moment de la négociation du protocole de Kyoto pour, je pense, c'était 20 milliards de compensations euh, pour perte de revenus occasionnées par la mise en œuvre du protocole de Kyoto. Bon, ça n'est allé nulle part et en parlant quelques années plus tard avec les négociateurs saoudiens, il m'a dit que c'était une bêtise de leur part d'avoir mis ça sur la table. Ça n'a fait que rebuter tout le monde. C'était pas pris au sérieux et c'était pas comme ça qu'on allait avancer. Il y avait néanmoins une volonté des pays d'insister sur cette vulnérabilité de leur part à la mise en œuvre des politiques climatiques. Autant les pays insulaires, et vous avez tout à fait raison d'insister sur la vulnérabilité des pays de la région aux impacts des changements climatiques, la question de l'eau, la dépendance sur franchement, l'agriculture est très limitée, la dépendance sur les importations pour la sécurité alimentaire, etc. Toutes ces problématiques sont réelles. Euh, mais les impacts des changements climatiques sur ces pays n'a jamais été le discours principal dans les négociations, le processus multilatéral. Ça a toujours été le problème de vulnérabilité aux politiques de mise en œuvre de l'action sur le climat, de l'atténuation. Et pendant un certain temps, il y a eu ce qu'on appelait l'article 4.8 de la Convention, qui traitait à la fois pardon, il y a un petit écho, qui traitait à la fois la vulnérabilité des pays insulaires et d'autres pays très vulnérables aux impacts des changements climatiques et les vulnérabilités des pays à la mise en œuvre des mesures de riposte. Et donc, il y avait un vrai problème dans les négociations que ces deux questions foncièrement différentes ont été traitées ensemble. Et ça freinait beaucoup l'action de la Convention climat sur l'atténuation. Et c'était jusqu'en 2012-2013 que ces sujets ont été liés. Ensuite, il y a eu une volonté de délier les sujets. Il y a une évolution de la position des pays du Golfe euh, pour lâcher un peu ce levier, qu'il y avait une forte tension à l'époque entre les pays insulaires et les pays du Golfe. Qui ne s'entendaient pas, et au sein du groupe des pays en développement, le G77,
Et il y avait de gros clivages qui faisaient en sorte que c'était très, très difficile de prendre une position commune. C'est toujours très difficile. Ce groupe est tellement divers maintenant, l'idée d'une position commune des pays en développement n'existe presque plus. Euh, mais il y a eu une évolution de la position des pays du Golfe. Les Saoudiens, à ce moment, ont changé le négociateur en chef. Ahmed Al-Saban, qui était là pendant une dizaine d'années, très proche des lobbyistes, etc., que j'ai déjà décrits, était mis à l'écart. Ils ont renouvelé leur équipe pour faire en sorte que ça soit beaucoup plus actif, engagé sur un discours et qui cherchait des moyens d'entrer dans le jeu. Il y a une notion des co-bénéfices des actions de l'adaptation ou de diversification économique qui a été mise sur la table. Une façon de dire, on fait de l'atténuation, euh, on maîtrise nos émissions, mais on fait ça également comme un co-bénéfice d'autres politiques, notamment de la diversification économique qui a commencé à prendre de plus en plus d'importance dans les discussions. On a vu ça à Copenhague et c'est également dans l'accord de Paris comme un élément que nous avons dû intégrer. Comment diversifier les économies de la région pour les préparer à la sortie ou à l'évolution attendue de consommation des énergies fossiles au niveau mondial. Encore une fois, Hélène a tout à fait raison avec les prix de production faibles. On peut imaginer que ces pays soient les derniers producteurs. Euh, c'est plutôt le Canada ou les États-Unis qui devraient sortir bien plus tôt de la production. Néanmoins, il y a une préparation, une diversification de l'économie et c'est là où on voit également un changement de position. Moi, j'ai vu de près les Émirats qui sont sans doute les plus avancés en la matière dans la région. On dit toujours que c'est le Cheikh Zayed, le fondateur de l'État, le Cheikh d'Abu Dhabi, qui a créé les Émirats en 71, euh, qui voulait vraiment que le pays ne soit pas simplement dépendant des exploitations du pétrole. C'est un pays qui avait été pauvre, qui avait perdu une principale source de revenus, la production de la pêche aux perles dans les années 30 avec le développement des perles de culture, et ne voulait pas se retrouver dans une dépendance totale sur une seule commodité de nouveau. Et donc, il y a eu des politiques actives de diversification aux Émirats bien avant ces dernières années pour créer de l'industrie, pour le tourisme, le commerce, les transports internationaux. Alors, est-ce que tout ça, ce sont les pistes pour une vie post-carbone? Ce sont des villes qui restent très énergivores, comme ça a été dit très clairement, avec une dépendance très forte sur le transport individuel qui reste quand même, malgré le développement des voitures électriques, très basé sur le pétrole. Mais on a vu également, et encore une fois, je trouve que les Émirats font de progrès importants dans la diversification de la production d'électricité, l'investissement dans le nucléaire qui représente à peu près un quart maintenant, si je ne me trompe pas, du chiffre de la production électrique. Et bien sûr, les renouvelables avec les investissements très importants dans le solaire, euh, qui est naturellement une source d'énergie très présente et très exploitable dans la région. Donc, il y a une volonté de diversifier qui n'est pas identique dans les différents pays. Ne sont pas au même point. Je trouve que les Émirats sont bien plus avancés que les Saoudiens, mais qui cherchent à avancer plus rapidement maintenant, ce qui contribue sans doute aux tensions et compétitions entre pays de la région que vous avez également mentionné. Et juste pour terminer, évidemment, les pays se projettent dans les décennies à venir. Quelle est leur position dans un monde de 2050 largement décarboné? Quelle place dans toujours la production d'énergie, etc. Et c'est là où on trouve peut-être un sujet qu'on peut peut-être creuser. Il y a différents modèles de décarbonation. Euh, on parlait du GIEC tout à l'heure. Je n'entends plus
les pays de la région disputaient la science de la climat, du climat, la science de base. Mais lorsqu'on passe au groupe 3 du GIEC, qu'est-ce qu'on fait pour décarboner? Que sont les trajectoires de décarbonation? C'est là où il y a des choix. On peut avoir un monde, euh, on peut viser la sobriété. On peut imaginer un monde avec très peu de déplacements. On peut imaginer un monde plus localisé. On peut miser sur le nucléaire, on peut miser sur d'autres technologies, ou on commencer à faire énormément de captage et stockage de CO2, voire d'élimination de CO2 de l'atmosphère. Donc, il y a une gamme d'options. Et la vérité, il y en a qui sont spéculative. L'élimination CO2 à grande échelle, c'est au mieux spéculatif, sinon irréaliste. Néanmoins, il y a une gamme d'options et les pays se positionnent sur ces gammes d'options. Et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les gens ne sont pas d'accord sur les politiques de décarbonation qu'on doit suivre. Donc, je pense que c'est un sujet pour nous aussi, mais je trouve que là, on peut imaginer que les pays de la région continuent à se placer plus sur la partie élimination, captage et stockage et utilisation des énergies fossiles pour d'autres fins que l'énergie. Le plastique, évidemment, qui pose d'autres problématiques, etc. Donc, j'ai dépassé un peu le temps de parole, mais j'espère avoir balayé un certain nombre de sujets. Merci beaucoup. Le sujet est très large, donc c'est difficile de parler de tout. Amy, maintenant, je vous laisse la parole. On s'est rendu compte que c'était un engagement donc croissant, mais surtout avec des positions obstructionnistes. Comment est-ce que vous avez perçu ces positions-là? Quelles sont les techniques utilisées par ces États pour défendre leurs intérêts? Bon, je ne sais pas si je vais répondre exactement à ça. Moi, je suis à la fois un peu plus loin, mais je voudrais quand même revenir à l'histoire du processus, de la construction du processus. C'est un petit peu ça sur lequel j'ai le plus travaillé. Et puis avec Stéphane Aïkout, avec qui je continue à travailler, et qui est allé plus précisément que moi les 3 dernières années dans les COP. Excusez-moi. Voilà, d'accord. Bon, donc je vais assez vite parce que beaucoup de choses ont été dites. Évidemment, on sait que ce processus de l'UNFCCC et des COP, bon, il y a eu une sorte de pacte de Rio au début, qui n'a jamais été réalisé, qui était plutôt d'inspiration, je dirais, social-démocrate et keynésienne en 92. Et, bon, et qu'après Copenhague, véritablement, on est passé complètement à autre chose. Et l'accord de Paris signe un peu le passage du processus onusien de protection du climat, d'un modèle de gouvernance mondiale qui serait justement inspiré un peu par cet idéal, c'est-à-dire, voilà, on va donner de l'argent aux pays en développement parce qu'il faut qu'ils se développent, mais il faut qu'ils adoptent une stratégie, une trajectoire qui soit moins polluante et moins prédatrice de l'environnement que nous, les pays développés. Et évidemment, on n'a pas donné d'argent, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Donc, on est passé à une ère, je dirais, complètement dominée par les logiques néolibérales qui incarnent le retrait de l'État, la prééminence du volontariat et du soft law, l'élévation des entreprises au rang de solution plutôt que de source du problème, et la diffusion des principes du New Public Management appliqués à l'action climatique. Cette orientation a reposé néanmoins sur la poursuite d'un objectif commun qui était une forme de bien public au contour partagé, si on peut dire, puisque l'accord de Paris cristallise cette tension qui est constitutive de toute cette époque, celle d'une gouvernance du climat façonnée par des outils néolibéraux, tout en prétendant toujours servir l'intérêt général. Donc, le projet qui a émergé de cette conjoncture historique est celui d'un changement culturel et sociétal porté par les marchés. C'est la montée en puissance de l'idée de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, des engagements volontaires pour atteindre la neutralité carbone, jusqu'au programme de diversité, d'égalité et d'inclusion. Et on peut dire que d'une certaine façon, ce mouvement a atteint son apogée à Glasgow
en 2021 où des fissures sont apparues dans cette façade, qui était celle qui avait émergé de l'accord de Paris, qui n'a pas beaucoup avancé, je dois dire, entre 2016, 2015 Paris et 2021 Glasgow, euh, bah, pour diverses raisons. D'une certaine façon, on peut dire que euh, imposer des objectifs euh, contraignants et équitablement répartis, euh, qui reposent en même temps sur des engagements volontaires et un mécanisme de révision périodique, ça c'était un peu l'accord de Paris. Euh, les seuls horizons fixés à Paris, c'était de se revoir 5 ans après, euh, pour tenter de rehausser les engagements volontaires et 10 ans plus tard encore, pour évaluer les résultats. Donc d'ailleurs, bon, 5 ans et entre 2015 et 2021, il y a l'année Covid où il n'y a pas eu la, la COP, bon, ben, il est évident que ça n'a pas beaucoup avancé. Ça n'a pas beaucoup avancé. Il y avait aussi, il faut le dire, dans cette époque, beaucoup de tensions internationales, une polarisation croissante des sociétés qui a éclaté au grand jour, enfin, avec des événements comme le vote du Brexit, l'élection de Donald Trump aux États-Unis en 2016, les manifestations des Gilets jaunes en France en novembre 18, d'autres progressions de partis populistes d'extrême droite en Europe, etc. Donc on peut dire que ces 5-6 années n'ont pas véritablement fait avancer le processus. Et la COP, par exemple, 25 de 2019, c'est un exemple emblématique, hein. Initialement prévue au Brésil, elle est annulée par le gouvernement après l'élection du président Bolsonaro, d'extrême droite. Elle est déplacée à Santiago du Chili avant d'être finalement réorganisée en urgence à Madrid suite aux violentes mobilisations sociales du Chili, fin 19. Voilà. Et bon, alors la COP26 de Glasgow, c'était quand même l'euphorie, la reprise du business après l'année du Covid, Boris Johnson qui lance véritablement que l'euphorie de la déclaration de sortie au moins du charbon, ça a été quand même quelque chose d'important, et même la sortie des fossiles qui est évoquée, pas dans le texte encore, mais dans les déclarations, avec les échéances qui sont annoncées par l'Europe et même la Chine, l'Europe 2050, la Chine 2060, l'Inde 2070, etc. Donc, il y a le spectre quand même d'une décarbonation qui est libérée à Glasgow et qui, à mon avis, alors peut-être que j'ai tort, notre ami Paul on aura cette discussion. À mon avis, il a sonné, il a résonné, je dirais, comme une alerte assez majeure pour les intérêts fossiles. Parce que à ce moment-là, les pays du Moyen-Orient bon, vont prendre, je dirais, la main sur le processus pendant 3 ans. Quand je dis 3 ans, c'est Sharm el-Sheikh, Dubaï et l'Azerbaïdjan. Les trois COP 27, 28, 29. Donc, les pays en 2022, le revenu net de l'industrie des fossiles a été de 4 000 milliards de dollars et les pays du Moyen-Orient représentaient à peu près 30% de cette production pétrolière mondiale qui, à l'échelle mondiale, ne décroît absolument pas. Donc, la façon dont l'avenir de la transformation climatique euh, est imaginé, je pense, plusieurs économistes l'ont écrit comme ça, je cite par exemple Olivier Passé, la façon et le rythme dont ces pays, ceux du Moyen-Orient, l'ensemble des monarchies du Golfe et des pétro-États de cette région vont envisager la réallocation de leurs rentes fossiles, ça détermine en grande partie l'avenir de la transformation climatique à l'échelle mondiale. Alors, bien sûr, il y a aussi les États-Unis, et on sait ce qu'il en est en ce moment, et on pourra aussi en parler un peu. Donc, je crois que ces pays, quand même, veulent, pour des raisons que nous avons pu entendre ici avant,
gagner du temps, prolonger et optimiser leur rente le plus longtemps possible, multiplier les partenariats régionaux, etc. Donc, voilà. Et avec les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite principalement, les économies du Golfe mobilisent beaucoup l'arme des fonds souverains pour convertir leur rente pétrolière en rente financière. Elles sont devenues des acteurs majeurs de l'économie mondiale, multipliant les participations minoritaires dans des groupes occidentaux, secteurs du luxe, de l'énergie, du numérique, de l'immobilier, du prestige, etc. Et constatant en mars 24 que la demande mondiale de pétrole continuait à battre des records, par exemple, Amin Nasser, PDG de Aramco d'Arabie Saoudite, souligne que 85% de la population mondiale consomme 1,2 barils de pétrole par an et par personne, contre 9 en Europe et 22 aux US. Et donc, il déclare, avec d'ailleurs en accord complet avec Darren Woods de ExxonMobil des États-Unis, que la transition énergétique est une plaisanterie et qu'ils continueront à intensifier leur production d'hydrocarbures. Mais nous n'avons rien à envier de ça, puisque M. Pouyanné de Total France, lui aussi, pense qu'il faut intensifier la production de pétrole. Donc, il peut sembler paradoxal que ces pays aient été aux manettes de la gouvernance climatique, comme on l'a vu à la COP27, et puis ensuite à Dubaï, etc. Je dirais que à la COP27, les discussions sur la réduction d'émissions ont été complètement... Bon, c'était en Égypte. Il faut quand même, je pense, reconnaître que l'Égypte n'avait pas traditionnellement une connaissance très bonne des COP. Et puis, il n'avait pas Paul. Voilà, l'Arabie saoudite a été assez à la manœuvre. Je pense que dans la COP 27, il y a eu beaucoup plus, d'après tout ce que les observateurs ont pu écrire, plus de contrats pétroliers qui ont été signés que d'avancées dans la sortie du pétrole. Euh, bon, mais voilà la question. Mais disons que à la COP27, les discussions sur la réduction ont été négligées au profit d'une chose qui est intéressante à analyser aussi, c'est la création d'un fonds dédié aux pertes et dommages. Et donc, on va aussi discuter de ça. La COP28, elle est donc à Dubaï, organisée dans un des pays les plus dépendants du pétrole, où, franchement, d'après tous il y a eu un décor de luxe à la fois fossiliste et gaspilleur qui n'a pas manqué de choquer un certain nombre de délégations de certains pays vulnérables qui l'ont fait savoir, notamment par exemple d'Amérique latine, comme la Colombie, qui venait d'annoncer sa volonté de tourner le dos aux nouveaux gisements de pétrole et de nouvelles énergies fossiles sur son territoire. Mais néanmoins, malgré toute cette situation, eh bien, on peut dire quand même que les négociations à la COP28 se sont avérées plus fructueuses qu'attendues. Au premier jour de la COP, le président de la COP, Sultan Al-Jaber, très critiqué avant la conférence pour sa double casquette de ministre de l'Industrie et de chef de l'entreprise pétrolière AND-NOC, obtient assez habilement, je veux dire, une victoire diplomatique surprise en conduisant la COP à adopter la mise en place d'un fonds de financement des pertes et dommages auquel aspiraient depuis des années les pays pauvres en développement. Il s'agissait donc d'une avancée assez significative après une décennie de négociations sur ce sujet. Et dans la foulée de cet habile succès, la COP28 a donc marqué une étape symbolique en intégrant pour la première fois dans son texte final cet appel à transitioning away des combustibles fossiles. Cette sortie qui n'est pas phase out, mais transitioning away, d'aller vers. Bon, évidemment, on peut ricaner, et je ricane, parce que l'éléphant est dans la pièce, sortir des choses, bon, considérer que c'est une grande avancée. Mais bon, un des résultats majeurs, en tout cas, de ces deux COP, 27-28, ça a été cette création du fonds dédié pour les pertes et dommages dus au dérèglement climatique.
Et on peut dire que, bon, voilà, il totalise 661 millions de dollars qui visent à soutenir financièrement des pays en développement particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique, tels que inondations, sécheresse, élévation du niveau de la mer, etc. Mais bon, il faut quand même reconnaître que, et ça c'est un problème terrible, c'est que ces 661 millions de dollars, c'est très peu. Si on compare par exemple au fait que l'Allemagne seule a mis en place, après l'épisode des inondations qui a frappé son territoire, 30 milliards de dollars. Elle a créé un fonds national d'aide à la reconstruction après les inondations dans le seul territoire allemand de 30 milliards de dollars. Donc voilà, on est confronté à quelque chose voilà. Il faut analyser aussi, je crois, et c'est important, cette focalisation maintenant sur cette question des fonds, sur le fait que on demande, et c'est aussi la stratégie des pays. Ça a été aussi la stratégie des pays du Golfe dans ces COP. Et ça s'est terminé, finalement, ça a abouti dans le Baku Climate Unity Pact l'année d'après en Azerbaïdjan. Bon, parce que l'Azerbaïdjan, c'est quand même très, très lié à Dubaï. Il faut savoir que le chef d'État de l'Azerbaïdjan, il a acheté récemment 11 appartements dans une tour énorme qui coûte je ne sais pas combien pour son fils de 11 ans. Donc, les affaires entre tous ces gens, ça fonctionne terriblement. Bon, donc l'Azerbaïdjan, il y avait d'autres candidats, je ne sais pas comment on a choisi l'Azerbaïdjan. On sait très bien que bon, le climat d'organisation de cette COP a été très particulier et a été très critiqué. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne sais pas exactement combien j'en suis, mais je vous ai terminé. Juste, je vais pas. Bon, mais enfin, je crois que on est quand même dans l'ensemble. euh, les politiques climatiques sont aujourd'hui caractérisées par un dilemme très profond. Il faut à tout prix accélérer la décarbonation mondiale face à l'urgence climatique. Et l'urgence climatique, elle frappe, y compris, c'est ce que nous avons vu dans les premières interventions de cette table ronde, y compris les États du Golfe par les questions de montée des températures incroyables, de problèmes d'eau, etc., qui sont annoncés et que l'on voit déjà. Donc, il y a à la fois cette nécessité d'accélérer, et ça à l'échelle mondiale, mais aussi tout aussi urgent d'élargir le champ d'action au-delà de la seule grammaire du carbone. Et c'est la contradiction énorme de ce processus multilatéral que l'on voit venir. Et aujourd'hui, je crois que la question comment dire, de la façon dont la question, le processus est en train de se concentrer sur cette question de transition juste. Évidemment, la transition juste est absolument majeure, et on le voit, y compris comme quelque chose qui nous renvoie, y compris dans les pays européens et partout. Partout, il y a une inégalité croissante, euh, des, des inégalités croissantes, y compris dans les pays, qui ont permis sans doute aussi que Trump utilise ce vote pour réussir sa propre élection, c'est-à-dire qu'il a réussi à capter paradoxalement, alors qu'on voit bien qu'il fait le jeu quand même des plus riches, et c'est le processus de sécession des 1% qu'avait décrit Bruno Latour dès la période 2016-2020. Je crois qu'il faut revenir à ce texte de Latour de 2017 qui a été publié, enfin qui est dans Où atterrir, où il voit dès ce moment-là, c'est-à-dire au tout début quand même du règne de Trump, qu'il y a une sorte de conjonction très forte entre, d'un côté, l'idée que la mondialisation est devenue insupportable pour la classe moyenne et un peu inférieure et états-unienne, et c'est vrai dans des tas d'autres pays, évidemment, pas seulement américaines, et donc il arrive à capitaliser par des thèmes populistes
ces classes-là, euh, ceci, et qu'il le conjugue avec à la fois euh, le, le, la question des territoires et des migrations qui sont corrélatives à celles des territoires, et tout ça marche ensemble dès cette époque. Et la Tour l'identifie. Et bien sûr, aujourd'hui, le deuxième Trump, ça va encore beaucoup plus loin et encore plus fort. Donc, je crois que cette idée de tout focaliser, et c'est ce qui est en train de se projeter, c'est-à-dire que la question, par exemple, y compris pour Belém, où nous sommes pour la première fois après 3 4 années de COP, enfin 3 années exactement, dans un pays où il y aura la société civile. Ce qui n'est pas la même chose que ni en Égypte à Sharm el-Sheikh, où c'était évidemment pas au Caire, hein, c'était à Sharm el-Sheikh où c'était un peu ghettoisé, à Dubaï ou à Azerbaïdjan, on sait dans quelles conditions ça s'est passé. Or, c'est vrai que bon, c'est un peu l'analyse qu'a faite Laurence Tubiana avec Emmanuel Guérin récemment en disant enfin on est dans un pays avec société civile où il va y avoir une certaine pression et d'une certaine façon, on sait bien que les avancées du processus ont eu lieu dans ces conditions, jamais ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont souvent eu lieu en Europe. Il faut quand même le dire, c'est le seul pays où on peut manifester pour ceci et pour cela. Au moment, bon, évidemment, 2015, en plus, ça venait juste après les attentats, et je crois que c'était important il y a eu, de fait, une sorte pas de solidarité, mais un peu, c'est-à-dire d'indulgence aussi pour ce que voulait l'Europe et d'engouement, pas d'indulgence, le mot est mal choisi, mais voilà. Donc, voilà, ce que je voudrais dire là, c'est que alors que le thème de la transition juste est un thème profondément important et qui correspond à quelque chose, utiliser de cette façon, c'est-à-dire en disant on va faire un fonds, on va donner quelques centaines, même quelques centaines de millions par an, c'est tellement peu eu égard au véritable problème que ça détourne aussi des questions de la baisse des émissions qui n'ont pas été au centre du tout du sujet, ni dans le Bakou Unity Treaty, enfin, le texte de Bakou qui a été adopté, etc. Donc voilà où nous en sommes. Merci. Merci Amy. Pour finir cette table ronde et avant de passer aux questions, Hélène, je vous laisse la parole pour nous parler un petit peu de l'année à venir. Amy, vous avez déjà mentionné Belém. On va aussi fêter les 10 ans de l'accord de Paris. Quels sont les défis pour cette année? Merci beaucoup. Et en effet, ça continue super bien avec ce que disait Amy sur les fortes attentes qui pèsent sur la COP30 pour toutes les raisons qu'elle a évoquées. Donc sur les enjeux de la gouvernance climatique cette année, donc deux principales choses. La première, c'est les 10 ans de l'accord de Paris. Donc ça fait 10 ans qu'on a trouvé cet accord en 2015 à la COP 21. Et c'est aussi un jalon important dans la mise en œuvre du traité parce qu'on a le résultat du premier cycle de l'ambition qu'on appelle le bilan mondial qui s'est déroulé il y a 2 ans. Et cette année, c'est l'année où on attend les nouvelles contributions déterminées au niveau national, le troisième épisode de ces contributions. Et en fait, c'est vraiment à l'aune de ces contributions et de leur ambition qu'on va pouvoir déterminer si le cycle de l'ambition a fonctionné, en fait. Donc à Dubaï, bien sûr, on a une déclaration, on a eu du langage assez intéressant, bon, notamment sur la transition énergétique, parce que c'est le sujet sur lequel je travaille le plus, mais on a quand même une feuille de route à 2030 sur comment faire la transition énergétique avec le doublement de l'efficacité énergétique, le triplement des renouvelables et la transition en dehors des énergies fossiles, ainsi que la sortie du charbon. Donc c'était significatif, mais ces engagements et ces décisions, en fait, ne fonctionnent qu'à l'aune de leur mise en œuvre. Et donc cette année, c'est une année importante pour la mise en œuvre. Et sur les 10 ans de l'accord de Paris, nous en France, bien sûr, je pense qu'on aura une attention médiatique qui nous sera portée, notamment au gouvernement français, mais aussi les think tanks français, les chercheurs et beaucoup de journalistes vont nous demander, alors, ça fait 10 ans, est-ce que l'accord de Paris est mort? Je pense que c'est une question pour laquelle on doit tous se préparer. En fait, la question qui est derrière, c'est qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et aussi dans le contexte voilà, du backlash sur les politiques climatiques qu'on observe aux États-Unis, mais d'ailleurs pas seulement aux États-Unis, c'est assez facile de se cacher derrière
les Américains. Et donc, dans ce contexte, l'IDRI est en train de travailler sur un diagnostic sur les 10 ans de l'accord de Paris. On a été un think tank, donc a quand même une longue histoire sur les négociations climatiques. En 2015, on avait publié quelques papiers sur certains des mécanismes de l'accord de Paris, notamment sur le système de transparence. Et donc, du coup, on a quand même suivi le sujet depuis longtemps et on pense qu'on peut avoir une assez bonne idée de quelles étaient les intentions des architectes en 2015. Donc, on ne veut pas seulement regarder est-ce que la mise en œuvre a fonctionné ou pas, mais plutôt quelles étaient nos attentes en 2015. Quand on est arrivé dans les négociations à la COP 21, qu'est-ce qu'on en voulait en fait? On savait que ce ne serait pas forcément un accord miraculeux qui va transformer nos économies et nos sociétés en 15 jours à la COP 21, bien sûr. Donc, il y avait des intentions assez claires. Et sur la base de ces intentions, est-ce qu'on peut dire que l'accord de Paris a fonctionné ou pas? Pour juste vous donner un peu un teaser, mais les quatre piliers sur lesquels on va travailler, c'est l'universalité du traité. Donc, en plus de l'accord, c'est vraiment, voilà, une intention, c'est d'avoir un traité qui s'applique à tous les pays et qui n'est pas complètement bifurqué dans les obligations climatiques pour les pays développés et les pays en développement. Donc, est-ce que l'universalité est-ce que ce but-là a été atteint? Un deuxième pilier, c'est fixer une direction de long terme pour tous les acteurs. Donc, c'est de pouvoir avoir des buts qui, contrairement au protocole de Kyoto, où les engagements expiraient à une certaine deadline, avoir des buts qui nous projettent vers l'avenir. Donc, une direction de long terme sur à quelle température à ne pas dépasser, mais aussi à quel moment atteindre un équilibre entre les émissions et les absorptions, à quoi doit ressembler l'adaptation au changement climatique et la réorientation des flux financiers. Donc, cette direction de long terme pour tous les acteurs, pas seulement les gouvernements, mais aussi la société civile, les entreprises, les acteurs sous-nationaux, etc. Le troisième pilier, c'est dans quelle mesure ces buts climatiques et l'action climatique a été diffusée à travers toute la société, les institutions, différents secteurs. Sur ce troisième pilier, on espère pouvoir avoir le résultat d'un questionnaire qu'on veut soumettre aux organisations internationales, environ une trentaine, et voir dans quelle mesure ces organisations internationales, depuis l'accord de Paris, ont incorporé les buts climatiques dans leur stratégie, et également aux entreprises du secteur privé, avoir un échantillon et voir dans quelle mesure est-ce que leurs politiques ont été influencées par l'accord de Paris. Et enfin, le quatrième pilier, c'est créer la vision d'une nouvelle économie. Donc une économie verte, notamment dans les pays du Sud, pour donner à tous les pays envie de joindre ce mouvement de l'accord de Paris, leur dire, voilà, oui, il faut pas seulement voir les politiques climatiques comme un frein à votre économie, mais en fait créer une vision positive avec, voilà, les énergies renouvelables, les technologies vertes qui vont être bonnes pour d'autres choses, pour les inégalités, pour la santé, etc. Et donc créer une vision d'une économie positive et voilà, avec des technologies, etc. Mais qui permettent aussi de trouver des nouvelles sources de croissance et une nouvelle source de prospérité pour tous. Donc, voilà. Euh, et donc ça, c'est le premier pied sur les 10 ans de l'accord de Paris. Aussi pour mentionner, vous avez dû voir la nomination récente de Monique Barbu comme envoyée spéciale des 10 ans de l'accord de Paris, de l'Élysée. Donc je pense que c'est un signal assez positif de la part du gouvernement français qui compte s'impliquer dans les 10 ans de l'accord de Paris et être un peu le champion de cet accord. Et enfin, donc, Amy a déjà mentionné les enjeux de la COP 30, dont on attend beaucoup pour toutes les raisons qu'elle a mentionnées. Et le premier rendez-vous des négociateurs climat, ça va être là le mois prochain à Bonn pour la session des organes subsidiaires qui se déroule entre les COP. Et juste pour vous donner une idée des sujets clés sur lesquels la présidence voudra se concentrer pour cette session, et puis comme ça, si vous le voyez dans les médias, on pourra voir quels progrès ont été atteints. Leur intention, c'est d'avoir vraiment des progrès dans les négociations pour que la COP 30 soit plus un moment de réflexion, de mise en œuvre et de mobilisation, et moins un moment où on s'écharpe sur des négociations et sur du wording. Et donc, on n'a pas beaucoup de place pour avoir un moment positif. Les trois sujets clés sur lesquels ils veulent travailler à Bonn, c'est le but mondial sur l'adaptation. Les indicateurs de ce but mondial pour l'adaptation doivent être finalisés. C'est très important parce que sur l'atténuation, depuis longtemps, on traque un peu les émissions de gaz à effet de serre et on peut traquer la hausse des températures. Sur l'adaptation, on n'a jamais vraiment eu une façon robuste de traquer les progrès en adaptation. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faudra avancer. Et les deux autres aspects, c'est la transition juste et le résultat du bilan mondial.
qui sont deux sujets sur lesquels la COP29 n'a pas été capable de trouver un accord, notamment parce qu'ils étaient concentrés sur les sujets financiers, mais aussi pour d'autres dynamiques. Et donc, c'est important pour la présidence brésilienne de commencer les conversations et de trouver des compromis sur ces deux sujets-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va pouvoir maintenant passer aux questions. Si vous en avez dans la salle, vous pouvez lever la main et on va vous faire passer un micro. Et vous pouvez également poser des questions en ligne et je les recevrai dans le chat. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur le paradoxe que vous évoquiez, Madame Amidayen, sur le rôle des pays du Golfe dans cette décarbonation. Et plus précisément, je voulais obtenir votre point de vue, notamment sur la pertinence des projets qui sont mis en œuvre actuellement dans les pays du Golfe en matière de décarbonation, notamment le projet de la nouvelle ville Neom en Arabie Saoudite et des infrastructures de The Line qui sont censés justement mener à une véritable décarbonation avec des projets très ambitieux en matière d'infrastructure énergétique, mais qui paradoxalement, euh, dont on sait paradoxalement que la construction de ces projets correspond à environ, je crois, à près de presque 2 gigatonnes de CO2 en termes d'émissions. Donc, je voulais donc savoir si, selon vous, on pouvait véritablement penser cette transition énergétique et comment est-ce qu'on pouvait la caractériser quand on sait que les projets qui sont aujourd'hui mis en place restent finalement beaucoup plus énergivores que ce qu'on attendait. À moi, vous pouvez... Oui. D'accord. Écoutez, oui, je pense que la question, c'est clair que aujourd'hui, la plupart des projets de construction, de tours, de golf, etc., qui, par exemple, dans les Émirats, bon, sont absolument gigantesques, extrêmement énergivores et dont le fonctionnement est vraiment anti-écologique, complètement. Donc voilà, moi je ne suis pas plus spécialiste que ça, mais c'est un truc qui me frappe énormément. Donc il y a le double discours, il continue. Et tout le fonctionnement euh, de, de, de ces villes, de ces comptoirs, et qui en plus s'exportent. Parce que finalement, Dubaï est aussi un savoir-faire très grand pour avoir exporté en Somalie, dans d'autres côtes et éventuellement même en Afrique, l'idée bon, pas au même niveau de gigantisme et de réussite de leur propre modèle, mais quand même sur le même modèle. Donc, voilà, donc effectivement, qu'est-ce que j'en pense? Le plus grand mal du point de vue des résultats écologiques, c'est sûr. Et peut-être que Paul a d'autres choses à dire. Peut-être juste Mathilde là-dessus. Néom. Oui, c'était pour ajouter à ce que disait Amy, ça suit une logique de technosolutionnisme. Donc en fait, c'est déplacer en quelque sorte le problème sans s'attaquer au fond du sujet. Et donc c'est une logique qui est très développementaliste et très futuriste et qui va pas probablement pas permettre d'atteindre les objectifs net zéro ou des objectifs de décarbonation, quels qu'ils soient euh, parce que c'est une manière de continuer à créer, de se baser sur un système fossile sans du tout le remettre en question, quoi. Donc, je suis d'accord avec Amy, c'est pas du tout. C'est une forme de solution, mais je ne serais pas sûre que ce soit la bonne. Oui, c'est un peu dans la suite de cette question-là. J'ai entendu parler, je crois que c'est vous, Éléonore, de stratégie net zéro qui avait été publiée par ces pays-là. Donc, je voulais savoir s'il y en avait qui avaient pu aller regarder ce qu'il y avait écrit dedans, si c'était sérieux, si c'était bien segmenté enfin, comme on fait nous en France, des planifications. Est-ce que ça va vers quelque chose ou est-ce que c'est vraiment que du discours?
Je pose ma question à la volée juste après. J'en avais deux rapides. Peut-être une sur les opinions publiques dans ces pays. Je ne sais plus qui en a parlé un petit peu. Est-ce que vous aurez plus de détails? Comment est-ce que le sujet il est perçu par les opinions publiques ou pas? Est-ce que c'est un sujet ou pas? J'ai une petite idée de la réponse, mais en tout cas, je serais intéressé par des détails si vous en avez. Je pense aussi, par exemple, à la Chine où il y avait des problèmes de pollution qui comptaient pour l'opinion et qui ont dû être pris à bras le corps par le gouvernement. Et ça a été aussi un levier important de mise en œuvre de la politique de transition énergétique qui cherche bien sûr à préserver le système chinois, etc. Mais voilà, ça, il peut y avoir peut-être ces mécaniques-là, je ne sais pas, dans les pays du Golfe. Et l'autre question que je me posais à vous écouter, bon, de toute façon, on n'est jamais très optimiste quand on parle du système de négociations climatiques internationales, mais je me souviens qu'après l'élection de Trump en 2016, il y avait quand même un moment où voilà, il y a eu cette coalition We Are Still In. On disait ce qui est important, c'est aussi ce qui se passe en dehors des COP. On a besoin du processus onusien malgré tous ses défauts, mais il se passe tout un tas de choses à l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous direz que c'est toujours le cas ou là, avec Trump 2, on est dans ce marasme, mais même les entreprises, enfin CF, des gens comme Elon Musk, est-ce que même les entreprises commencent à se détourner un peu de ces objectifs-là? Et je crois qu'il y avait une... Bonjour, moi ma question elle était pour vous, Monsieur Watkinson. Les Émirats, donc c'est aussi une fédération, donc c'est un système politique un peu particulier. Et quand on sait que l'Émirat d'Abu Dhabi concentre entre 90 à 95% des réserves de pétrole, est-ce que vous avez pu, quand vous avez travaillé là-bas, percevoir un peu le regard des autres Émirats, je pense particulièrement à ceux du Nord qui sont connus comme étant plus pauvres sur les questions climatiques, ou est-ce que c'est complètement éclipsé? Ou au contraire, est-ce qu'ils ont une voix qu'ils arrivent à faire parvenir au sein de la fédération et dans les négociations internationales? Peut-être répondre aux questions avant d'en prendre d'autres. Pour le coup, ma question va vraiment dans ce sens-là, je suis désolé. En fait, oui, c'était pour voir un peu à travers le bloc un peu monolithique des pays du Golfe. Ça rejoint la question de monsieur juste avant. Est-ce qu'il y a des différences tactiques dans les négociations entre les différents pays? Vous ne l'avez pas forcément distingué encore, donc je pense que ce serait intéressant. Et puis même à l'intérieur de chaque pays du Golfe, les fédérations, est-ce qu'il y a des différences sur lesquelles qui jailliraient dans les négociations ou en tout cas pourraient jaillir à l'avenir, ou on reste sur des pays très on va dire, qui parlent d'une seule voix. J'ajoute un autre acteur dont on n'a pas encore totalement abordé le rôle, celle des majors pétrolières occidentales. On a abordé le cas Pouyanné, mais globalement, ma question, c'est de savoir est-ce que à travers les majors, on a des acteurs qui sont complètement alignés en fait sur les intérêts des pays du Golfe, convergents avec leurs intérêts et donc potentiellement avec le ralentissement de toute politique de décarbonation à long terme, où on a, on va dire parfois des divisions entre les majors, notamment par exemple Total, et les pays du Golfe avec lesquels elles échangent. Voilà. Paul, vous voulez peut-être commencer. Vous avez plusieurs questions. Bon, j'essaie de porter quelques éléments de réponse, mais je ne peux pas répondre à tout. Parlons un peu de stratégie nationale dans la région et ce que j'ai vu et également dans l'élaboration de la stratégie des Émirats. Euh, C'était quand même un processus interne assez intense. À plusieurs reprises, les Émirats se sont fixés plusieurs nouveaux objectifs, presque chaque année, un nouvel objectif. Et je pense que l'hébergement de la COP 28, l'accueil de la COP 28, était un facteur qui a déclenché une réflexion interne sur quel avenir, etc. Alors, en tant qu'étranger dans le système, je n'ai pas vu tout le détail, notamment l'articulation entre les différents Émirats. C'est le type de choses que j'ai pu mal observer, mais je sais qu'il y a eu quand même pas mal de discussions au niveau interne. Et la ministre du Climat et de l'Environnement au niveau fédéral avait beaucoup de conversations à ce type-là, en essayant de pousser une stratégie net zéro pour 2050. Et le pays s'est quand même fixé cet objectif qui se trouve maintenant dans une stratégie net zéro 2050 et une contribution déterminée au niveau national à échéance 2035 qui fait jalon sur la route vers 2050. Et donc, pour répondre un peu à l'autre question qui a été posée, on ne peut pas dire que tous les éléments d'une planification écologique sont pleinement en place, mais il y a quand même des objectifs
secteur par secteur, qui ont été élaborés, quelle transition est possible dans les différents domaines. Je suis d'accord assez largement avec ce qu'a dit Ami sur le modèle de développement de la région. Mais comme je disais au début, il y a quand même différentes façons de concevoir la transition, y compris les pays qui veulent miser sur une consommation énergétique assez élevée, mais totalement décarbonée. Alors, est-ce que c'est faisable d'atteindre cet objectif? Je pense qu'on peut débattre de cette faisabilité. Mais c'est un peu le choix assez largement de ces pays. Il y aura une consommation élevée d'énergie dans la région. Déjà, il faut que tout soit climatisé. Les transports sont nécessairement mécanisés parce que marcher une bonne partie de l'année, même de 100 mètres, on n'y arrive pas lorsqu'il fait 45 degrés. Donc, il y a une série de contraintes sur le développement qui sont là, la dessaler l'eau, etc., qui sont nécessairement énergivores. Et donc, ça pousse vers ce technosolutionnisme qui a été mentionné. Euh, Est-ce que ce choix est faisable à terme? Je pense qu'il y en a qui misent là-dessus. Et de plus en plus, je pense qu'on va voir des distinctions, non pas sur la réalité des changements climatiques, sur quelle stratégie face aux changements climatiques. Jusqu'où on va vers la sobriété et la baisse de la demande, qui est essentielle, surtout dans un pays comme la France, pour gérer la transition. Mais il y a des pays comme les pays du Golfe qui misent sur un autre modèle de développement qui, ils estiment, peut être décarboné et qui est assez intéressant à pas mal d'autres pays en développement. Et je pense que ça joue sur vos débats sur les influences et le levier diplomatique. Ça fait un modèle pour beaucoup d'autres pays qui peuvent imaginer la grande ville, les mégapoles de 20 millions de personnes, etc., avec une consommation énergétique importante, mais potentiellement décarbonée. Est-ce que ça fait modèle? Jusqu'ici, soyons honnêtes, il y a eu du gaspillage. Il y a beaucoup d'éléments du modèle qui sont absolument pas réplicables. Il y a la construction de villas à perte de vue qui n'ont pas intégré de panneaux solaires dès le départ. Même si c'est tellement évident de faire ça. Maintenant, c'est dans la stratégie que ça doit être fait. Mais ça fait en sorte qu'il y a de l'infrastructure qui a été bâtie, créée, etc., qui n'est pas aux normes dont on aura besoin dans les années à venir. Donc, il y a des éléments. Et ensuite, il y a des projets potentiellement pharaoniques dont les résultats restent à voir. Donc, j'arrête là. Mathilde, peut-être, sur les distinctions entre les différents États du Golfe dans les négociations. Donc effectivement, le Conseil de coopération du Golfe n'est pas du tout un bloc monolithique, notamment sur les questions climatiques, puisque les Émirats arabes unis, comme ça a été dit, étaient vraiment les premiers à se soucier, du moins officiellement, et à travers des stratégies, des enjeux climatiques. Néanmoins, on constate quand même qu'il y a une grande similarité dans les tactiques et dans les différentes stratégies qui sont utilisées dans le cadre des COP, par exemple. Et donc, c'est quelque chose dont on parle aussi dans la note. On a essayé de faire un petit peu une, une liste des différentes techniques qui sont employées pour essayer de les repérer un petit peu. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a à la fois des techniques dans l'organisation des COP et ensuite d'autres stratagèmes qui sont utilisés dans les négociations. Pour ce qui est de l'organisation des COP, on a vu que le lieu, par exemple, où se déroulait la COP, c'était déjà une manière d'influencer énormément les débats et d'influencer l'agenda, puisque c'est le pays hôte qui va donner l'agenda. On a eu un entretien avec une chercheuse qui nous parlait justement des dernières COP et qui disait qu'il y avait eu vraiment un changement, que les COP aujourd'hui s'apparentaient à des trade shows, donc qui étaient vraiment en fait, des expositions, et que du coup ça permet de complètement déplacer le débat et de pas du tout se concentrer sur les sujets de fond, mais sur les innovations environnementales des entreprises. Et voilà, du coup il y a une place beaucoup plus importante qui est accordée à ce qui est peut-être un petit peu moins essentiel. Dans le cadre des négociations, il y a aussi les délégations en tant que telles, avec des profils pour les délégations des États du CCG qui vont être des profils plus seniors pour un petit peu asseoir leur crédibilité, avec des délégations qui sont de plus en plus importantes. On a vu qu'il y avait une évolution vraiment du nombre des délégués dans les délégations des États du Golfe. Alors le lobby, on en a parlé aussi, mais pareil, les COP 27, 28, 29, c'est
des COP où il y a eu un record de lobbyistes. On n'a jamais vu autant de lobbyistes accrédités dans ces COP. Il y a aussi des sujets plutôt sur la sémantique, donc un usage d'un certain vocabulaire. La COP 29, l'Arabie Saoudite a été accusée d'avoir modifié les textes pour l'Azerbaïdjan. Donc voilà, donc il y a aussi des stratégies temporelles. Ça, c'est ce dont Hélène parlait, mais du coup, monopoliser le sujet, comme pendant la COP 29 sur le NCQG, qui est du coup l'objectif national collectif quantifié. Enfin, j'ai inversé les mots, mais où vraiment, pendant les 2 semaines, 90% des conversations étaient, enfin des conversations officielles du moins, étaient sur ce sujet-là. Donc en fait, on n'a pas eu le temps de parler du reste, on n'a pas eu le temps de parler des autres sujets, du genre notamment, qui étaient aussi très importants. Et après, il y a le sujet des alliances et des coalitions, évidemment, qui vont parfois donner lieu à des alliances d'intérêts un peu surprenantes. On va voir que l'Arabie Saoudite, dans le cadre par exemple d'une coalition qui s'appelle Like-Minded Developing Countries, on va avoir l'Arabie Saoudite qui va coopérer avec le Bangladesh ou le Soudan, par exemple. Et donc, au premier rapport, on peut se dire c'est quand même assez étonnant. Le Bangladesh et le Soudan étant des pays probablement les plus vulnérables face au changement climatique, qui vont collaborer avec un des acteurs qui a le plus potentiel d'action et qui est un des acteurs qui va aussi mettre en place le moins d'actions pour réduire, enfin, modifier, disons, son mode de fonctionnement, son mode de consommation. Donc il y a toute une série de stratégies qui sont vraiment utilisées et qu'on a pu identifier au travers des entretiens qu'on a menés. Après, ce qui est certain, c'est que le Koweït, le Bahreïn et Oman sont peut-être un petit peu moins présents ou moins agressifs sur ces thématiques-là. Et qu'après, on a quand même le Qatar, les Émirats et l'Arabie Saoudite qui sont un petit peu plus importants. Après, ils ont aussi des moyens d'agir qui sont assez différents. L'Arabie Saoudite va être un petit peu plus agressive. Les Émirats arabes unis un petit peu moins. Ils vont peut-être, officiellement du moins dans les discours, plus faire preuve de coopération. Donc voilà, donc c'est effectivement un sujet important à souligner parce que même si d'un point de vue extérieur, ils vont peut-être poursuivre le même objectif, qui est de maximiser cette rentrée pétrolière, dans le fond, il y a des stratégies similaires, mais des positions qui restent un petit peu différentes aussi. Il me semble qu'il y avait une question sur la manière dont, en dehors des COP actuellement, on essaye de faire avancer les choses. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut réagir là-dessus? Oui, merci. J'ai trouvé la question intéressante parce que je me souviens en effet de suivre la politique américaine pendant la première présidence Trump et en effet voir ce mouvement très très vivant de la société américaine pour dire nous on veut pas sortir de l'accord de Paris, etc. Et surtout on constate qu'en fait on n'a pas du tout en tout cas la même énergie en tout cas en termes d'efforts de communication. Euh, je pense que il y a des raisons qui expliquent ça. Déjà, à l'époque, l'accord de Paris était jeune. Donc, je pense qu'on avait quand même un risque d'effet d'entraînement, que la sortie des États-Unis puisse entraîner quelques autres pays à sortir. Et donc, on répète un peu un scénario au protocole de Kyoto où finalement, on n'arrive pas d'avoir assez d'États pour que ce soit vraiment efficace en termes de politique. Là, je pense que le risque est moindre. En tout cas, on en parle moins, mais l'accord de Paris est plus solide. Il a démontré des résultats. On a quand même voilà, des pays qui le défendent, notamment un pays comme la Chine, qui est quand même. C'est très important d'avoir la Chine qui défend l'accord de Paris, quoi. C'est le premier émetteur. Donc je pense qu'il y a ça. Un autre aspect aussi, c'était que la première présidence de Trump, c'était une anomalie, c'était presque un accident. Il n'avait pas forcément gagné le vote populaire. Et donc les démocrates se disaient, mais vous inquiétez pas, c'est 4 ans, 4 mauvaises années à passer, mais on va revenir au pouvoir, on va continuer les politiques climatiques qu'on faisait avant. Voilà. Maintenant, porter ce discours pour des acteurs américains, c'est beaucoup plus difficile. On n'est pas du tout dans la même situation. Après, pour moi, c'est pas parce on n'entend pas parler beaucoup publiquement il ne se passe pas grand-chose. Il y a des structures qui ont été lancées à l'époque, comme le US Climate Alliance, qui rassemble beaucoup de gouverneurs et de maires américains qui sont toujours très actifs. Et aux États-Unis, en effet, beaucoup de la politique énergétique se fait au niveau des États. Et donc, le gouvernement fédéral n'a pas voix là-dessus. Et donc, ce mouvement se poursuivra. Au niveau des entreprises,
en effet, je pense que cette façade de diversité, d'inclusion, environnement, voilà, la façade est en train de partir, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que le fond du sujet n'est pas encore là. On a une grande entreprise d'hydrogène aux États-Unis qui est en pleine croissance. Donc, il y a certaines technologies vertes, quelle que soit, voilà, quelle que soit un peu la communication extérieure et comment leur communication est faite. S'ils disent, nous, on est une entreprise de climate tech, peut-être que maintenant, ils vont s'appeler juste une entreprise de tech, mais reste que le fond du sujet est le même. Et donc, je pense que cet élan va se poursuivre. Et même au niveau européen, en fait, je pense qu'on l'a un peu constaté aussi avec un peu de backlash sur le Green Deal, qui est maintenant, on parle plus de nouvelles politiques industrielles, de politiques industrielles vertes, de compétitivité, etc. Mais donc, en effet, parfois, il est nécessaire un peu de changer de stratégie de communication, mais pour pousser les mêmes buts et les mêmes intérêts à long terme. Très rapidement, pour apporter quelques compléments à ça. Euh, Déjà, il y a quelques semaines, une réunion convoquée par Guterres et Lula avec un certain nombre de dirigeants dans la Chine. Le président Xi y a participé et un certain nombre d'autres pays pour parler de la préparation de la nouvelle contribution déterminée au niveau national, les objectifs à échéance 2035 qui sont attendus cette année. Et donc, ça a quand même marqué une volonté d'un nombre de pays importants d'avancer dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Est-ce qu'on sort, lorsqu'on totalise les contributions reçues, les objectifs qui sont présentés avant la COP 30 sur une trajectoire compatible avec 1,5 degré? La réponse est sûrement non. Donc à ce point-là, on n'est pas sur la bonne voie. Mais on continue à se rapprocher, on continue à renforcer l'action. La question, comment on peut renforcer la mise en œuvre et aider à débloquer les barrières? Et là, il y a un discours que je trouve à la fois troublant, mais également un point d'entrée pour notre réflexion dans les années à venir. C'est sur le débat sur les barrières à l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer des choses? C'est tout l'enjeu de la coopération et de la collaboration. Ce n'est pas la négociation qui débloque les barrières. On peut en parler, mais ce n'est pas un texte qui fait en sorte que le financement arrive. Ce n'est pas le texte qui fait en sorte que vous disposez d'une technologie propre. C'est la coopération, c'est la collaboration, c'est agir avec les différents acteurs. Et là, ça fait partie du processus autour de la COP ces dernières années. C'est pourquoi ça ressemble de plus en plus à un type de trade fair ou quelque chose. Il y a un vrai problème. On multiplie les initiatives. À Dubaï, nous avons fait beaucoup d'initiatives de ce type-là. Cela étant, ce sont des initiatives qui sont vouées à renforcer la coopération et la collaboration. Je pense qu'il manque un outil de véritable suivi de conformité et de continuité entre les actions des différentes présidences. Donc chacun lance 10 initiatives et il n'y a pas de service après-vente. Mais cette collaboration est quand même essentielle. Et pour faire le lien avec ce dit Ami au début, c'est pour faire c'est dépasser la notion de simplement réduire les émissions et le carbone. Il faut que ça soit un projet qui parle aux gens. Euh, et là, les Américains, écoutez Chris Wright, le secrétaire d'énergie américain, à Houston et d'autres conférences récemment, il insiste, oui, bien sûr, on ne dispute pas le changement climatique, mais le véritable objectif, c'est zéro pauvreté énergétique. Il faut que tout le monde ait accès à l'énergie. La réponse est oui, il faut impérativement ça. Et il faut de la prospérité, il faut une bonne vie. Mais ce n'est pas incompatible avec le zéro carbone. Et on a de plus en plus cette mise en opposition de ces modèles-là. Je pense que c'est là un des enjeux. Ce serait intéressant de voir où tous les pays du Golfe se positionnent sur cet enjeu précisément. Parce que c'est en poussant les modèles économiques qui permettent à la fois le zéro émission, mais également l'accès à l'énergie et l'accès à la prospérité qu'on aura l'adhésion de tout le monde. Merci. Je pense que ça va être le mot de la fin. Merci à tous d'avoir aimé. Vous voulez dire quelque chose, pardon? Euh, Rapidement, oui, je veux il bien faut qu'on dire que termine. je crois franchement que l'énergie et la finance sont en ce moment deux enjeux de plus en plus enchevêtrés et que un peu dans une spirale descendante inquiétante, mais
de fait enchevêtrés. Et le discours de la transition a été vraiment capturé par des intérêts fossiles dans une stratégie qui vise à bon, retarder, ralentir la décarbonation et maintenir des infrastructures qui sont liées au combustible fossile. Je voudrais citer pour terminer un truc qui m'a frappé, le magazine Forbes, qui est quand même pas suspect de sympathie pour le militantisme climatique radical, hein, et qui écrit aujourd'hui Big Oil rejoue exactement la même stratégie. Alors laquelle? Tout comme Big Tobacco. L'industrie pétrolière a perdu la bataille scientifique et celle de l'opinion publique en Occident, et ce, malgré des investissements massifs dans la désinformation et le lobbying. Elle reconnaît désormais la menace du changement climatique, mais plaide pour une transition énergétique ordonnée, dans laquelle la demande en pétrole décroît progressivement dans les pays riches, tandis que le reste du monde met des décennies à rattraper son retard. Donc, en fait, si vous voulez, dans cette vision, ça veut dire qu'en particulier, le discours sur la transition juste des pays du Sud, etc., il faut, voilà, et ça, et dit comme ça, ce qui, évidemment, quand on regarde la situation des pays, est absolument justifié, mais sans plan d'ensemble, c'est juste pour équilibrer et ralentir la sortie des fossiles. Voilà. Merci beaucoup pour cette conclusion. On se retrouve dans 10 minutes pour la deuxième table ronde sur les monarchies du Golfe en Afrique et la sécurisation des ressources. Merci à tous d'avoir été présents et présentes et à tout de suite.